Bonjour, voici un extrait du roman de Jérôme Ranchet, Crime en montagne noire aux éditions Les Presses littéraires. Chapitre 1. Il était 3 heures du matin, en cette nuit du 9 décembre 2008, lorsque le portable d'astreinte retentit. J'avais du mal à localiser la source du bruit et j'émergeais difficilement malgré le son réglé au maximum de son volume. La veille, j'avais un peu trop forcé sur le whisky sans m'en rendre compte, comme trop souvent, et ce réveil brutal me rappelait ce nouvel abus. Le développement de cette addiction au single malt écossais s'était fait plutôt insidieusement, depuis le drame qui avait frappé ma vie une dizaine d'années auparavant. Depuis cette date fatidique, le passé me hantait et ma consommation ne cessait d'augmenter, devenant ma seule compagnie, tout en me garantissant une fidélité sans faille. Ma préférence allait vers la région des Speyside et son joyau le Longmorn, âgé de 15 ans, pour lequel mon avidité était sans limite. Alors que l'écran s'illuminait, je constatais déjà un appel en absence, et lorsqu'il sonna une seconde fois, je répondis d'une voix pâteuse. « Capitaine Rock, j'écoute. » Une voix métallique et nasillarde résonnait dans le combiné. « Bonjour, capitaine, c'est le CIC. Un corps a été découvert à Aragon, dans la montagne noire de l'Aude. Les techniciens PTS sont déjà sur place. »« Tu as averti mon collègue ? » ?»« Aragon, c'est bien en zone gendarmerie. » »« Affirmatif. Pour vous 2 questions, capitaine. Mais vu la nature du crime, quand nos collègues militaires ont appelé le parquet, le procureur a saisi d'emblée votre service. Les gendarmes vous attendent pour passer le relais, et leurs TIC ont effectué les premières constatations. Bon courage. Il raccrocha rapidement, me laissant le portable collé à l'oreille. Mais une seconde sonnerie brisa cette situation paralytique, et j'identifiai tant bien que mal ce nouvel harceleur. « Salut Pierre, tu as reçu l'appel du central ? On se retrouve au bureau ? » ?»« Oui, Étienne, j'arrive. » J'allais péniblement dans la salle de bain me plonger la tête dans l'eau glacée, afin de raviver mes sens et remettre mes neurones en état de marche. Je passai rapidement une chemise froissée et mon complet usagé, qui avait fait son temps depuis bien trop longtemps. Je saisis au passage mon PA nonchalamment posé sur la table de nuit, puis le brassard de police, et j'enfilai mon imperméable noir. Je n'avais jamais apprécié le traditionnel par-dessus beige, trop démodé et qui n'allait finalement qu'au lieutenant Colombo. Ainsi accoutré de la panoplie traditionnelle d'un OPJ gradé, en BC, je quittai mon 3 pièces, aussi sombre et exigu que mon état d'esprit. Mon appartement était situé à proximité du SRPJ de Toulouse, dans lequel j'officiais fonctionnellement, mais sans en dépendre hiérarchiquement. J'appartenais avec Étienne à une division spéciale appelée en interne les crimes spéciaux, créée lorsque des affaires criminelles sortaient grandement de l'ordinaire, pour ne pas dire hors norme. Ainsi, notre compétence territoriale était nationale et nous ne répondions de nos actions que devant le directeur de la DCPJ exclusivement. Je logeais alors rue Pierre-Saliès, à 2 pas de l'hôtel de police, et j'arrivais sur place au bout de 15 minutes en ayant fait le trajet à pied distant d'à peine 1 kilomètre à vol d'oiseau. J'avais besoin de cette bouffée d'air frais avant que toute ma concentration ne soit focalisée par l'enquête, et cette marche, je l'effectuais toujours sans prendre mon temps, mais sans me hâter non plus. Car après tout, il n'y avait plus d'urgence. La mort venait de frapper une fois de plus. Le glas avait sonné pour une personne qui respirait encore quelques instants auparavant, et pour qui les ténèbres se refermaient à jamais. De toute manière, je restais incapable de comprendre pour quelle raison bon nombre de collègues partaient pied au plancher et sirène hurlante pour courir sur un homicide qui avait déjà eu lieu. D'autant plus qu'à la crime, nous n'étions jamais les primo-intervenants et nous arrivions toujours en second rideau afin de prendre la direction des opérations. Je grimpai rapidement pour rejoindre mon bureau et Étienne m'attendait déjà. Je le soupçonnais même de dormir sur place afin d'être toujours prêt. En tout état de cause, et malgré mes doutes, son costume était impeccable, une chemise fraîchement repassée et le nœud de cravate bien en place, quoique trop serré, à la limite de la strangulation.
Il me dévisageait et prononça vertement. Ça va, Pierre? Tu as une sale gueule. Tu en sais plus? Pas vraiment. J'ai eu la gendarme qui est sur les lieux. C'est elle la responsable jusqu'à notre arrivée. Elle m'a juste précisé que le corps a été découvert par un homme qui promenait son chien avant de partir au travail. La victime est une femme, entièrement dévêtue. Pas de traces de violence apparentes, pas de taches de sang, ni aucun vêtement retrouvé. Elle aurait vraisemblablement été transportée à cet endroit, mais les tiques n'ont relevé ni traces ni indices pour le moment. Sûrement un crime sexuel, étant donné qu'elle est nue, tu ne crois pas? J'ai mis un grognement en guise de réponse, tout en observant Étienne. C'était un jeune capitaine de 35 ans, promis à une étincelante carrière. Il avait obtenu le concours d'officier de police et s'était rapidement imposé comme un enquêteur hors pair. Sa sagacité et son opiniâtreté l'avaient tout naturellement conduit dans les meilleurs services de PJ, après avoir fait ses gammes et ses preuves au sein du fleuron en la matière, le 36, et également à l'OCRVP. En outre, il détenait un master de droit pénal et il s'était aussi permis de réussir l'examen du CAPA. Il aurait pu embrasser directement le métier de commissaire de police, mais il adorait être sur le terrain et la fibre judiciaire coulait dans ses veines. Peut-être un héritage, puisque son père s'était illustré durant toute sa carrière menée au 36, et son fils reprenait le flambeau avec brio. Du premier jour où nous avions été couplés jusqu'à la création de notre service dédié, j'éprouvais de la satisfaction et même une certaine fierté à l'observer ainsi briller. Notre duo fonctionnait à merveille, et cette entité interne dédiée aux crimes particulièrement violents, sériels ou hors du commun, avait été fondée pour nous, et au vu des résultats positifs obtenus, mais surtout de l'entente parfaite qui émanait de notre alchimie. Pour récompenser son savoir-faire, mais aussi de son savoir-être, le grade de commandant lui serait prochainement attribué, alors que je stagnais pour toujours avec le même galon. Et pourtant, j'avais déjà 13 années de plus que lui. La faute à mon caractère belliqueux. On verra bien, allez, on y va. Je te laisse conduire. Nous circulons au travers d'une nuit froide et noire, sans qu'aucune étoile n'illumine le ciel. Étienne avait juste enclenché le gyrophare afin de bleuir l'obscurité enveloppante. Il savait que j'affectionnais cela. Admirer le paysage défiler sur fond azur m'aidait à me concentrer et à me focaliser sur les événements à venir, mais jamais avec le deux tons, qui était vraiment trop crispant. Arrivé sur place, la rubalise délimitait la scène de crime. Les pompiers étaient encore présents, foulant bien trop les lieux. Le promeneur les avait alertés, et ces derniers avaient constaté le décès. Même si leur projecteur surpuissant était redoutable d'efficacité et indispensable dans cette obscurité environnante, je les congédiai rapidement après avoir chargé 2 gendarmes de recueillir leurs témoignages. Je tenais à ce que plus personne ne piétine les alentours, car cela nuirait forcément aux chances de récolter des éléments qui pouvaient s'avérer déterminants. Après avoir salué tout le monde, dont le médecin légiste qui venait aussi de se stationner en même temps que nous, je l'enjoignis d'emboîter nos pas. Nous suivions l'enquêtrice de la gendarmerie qui nous précédait afin d'emprunter un seul et même itinéraire afin de nous mener devant la dépouille. Il s'agissait d'une jeune femme, nue, à la peau diaphane, entre 25 et 30 ans apparemment. Sa beauté était subjugante, et j'en éprouvais un certain malaise. Elle était allongée sur le dos, et elle possédait de longs cheveux blonds, remarquablement en ordre et bien peignés. Elle semblait se reposer, apparaissant totalement sereine. Ses bras étaient croisés, de sorte que les mains venaient recouvrir les seins opposés. Cependant, ces derniers étaient manquants. Le gendarme intervint alors. C'est une mise en scène sordide. Le ou les auteurs ont découpé puis retiré sa poitrine. Les pompiers n'y ont pas touché. Ils se sont juste assurés qu'elle était bien morte. Même si ça ne faisait aucun doute, évidemment, mais c'est la procédure. Le SIC ne nous a pas informés pour les seins, criai-je. Pourtant, j'ai rapporté cette information primordiale au procureur, raison pour laquelle il voulait vous charger de cette affaire. Je n'y suis pour rien si les informations circulent mal chez vous. Vous pouvez y aller, docteur. Nautique, ainsi que ceux de la police ont déjà fait toutes les photos et les constatations nécessaires. Je repris la parole, passablement agacé. Attendez, regardez ça. Les doigts de la main droite. Le majeur et l'annulaire sont rapprochés,
alors que l'index et l'auriculaire en sont écartés, rejoints par le pouce. Et ceux de la main gauche sont tous collés ensemble. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Vous pensez que c'est fait exprès? Une sorte de signe rituel, vous imaginez, ou quelque chose dans le style? Ou plutôt un pur hasard? Trop tôt pour le dire. Mais dans ce genre d'affaires, je ne crois pas trop au hasard. Prenez des clichés de ça et après seulement, vous pourrez vous mettre à l'ouvrage, docteur. Le légiste retirait délicatement les mains qui laissaient apercevoir l'absence des seins, tranchés net. Il paraissait circonspect en détaillant les découpes. Il s'arrêta également sur un petit trou d'à peine 1 centimètre au niveau de la clavicule qui avait été suturé récemment. Il nous désigna également un petit signe gravé derrière l'oreille. Puis il retournait le corps et pour finir, renacla après avoir terminé ses inspections. Il n'y a aucune trace de coup visible et hormis cette infime incision au cou et bien évidemment les seins coupés, rien de suspect. Les ablations étaient très bien réalisées d'ailleurs. C'est chirurgical. La marque derrière l'oreille a été gravée avec un objet coupant. C'est une scarification et non un tatouage. Ça date de quelque temps au vu des cicatrices. On y voit très clairement les lettres AD, entourées d'un cercle. Il n'y a aucune lividité, mais une rigidité cadavérique. Le corps n'est pas totalement froid alors que la température extérieure est frigorifique. La mort est récente et date de moins de 24 heures. C'est formel. À confirmer par l'autopsie bien entendu, qui déterminera aussi la cause du décès, car là, je n'en sais fiche trop rien. Merci, docteur. Je vous fais transporter le corps à l'IML pour l'autopsie dans la journée ou demain. Vous me délivrez le certificat de décès avec l'obstacle médico-légal, cela va de soi. Pendant que le médecin quiesçait, je poursuivais de manière abrupte. Et vous, avec vos gendarmes, vous n'avez pas retrouvé les seins, ni les vêtements, des affaires lui appartenant, son sac à main, son téléphone? Un indice sur son identité, une voiture à proximité, n'importe quoi? Non, rien. Les environs étaient passés au peigne fin, et rien n'a été découvert. Par contre, elle a été déposée là pour qu'on la retrouve aujourd'hui. Elle est visible depuis la route et on est juste à la sortie du village. C'est un point de passage et un circuit connu pour effectuer des randonnées dans la montagne noire. C'est le sentier des Capitelles. La seule chose qui pourrait peut-être permettre de l'identifier est ce petit tatouage fait de ces 2 lettres dans son cou. Si j'ai besoin d'un guide touristique, je ferai appel à vous. Je peux vous demander de vous charger de l'enquête de voisinage et de convoquer celui qui a trouvé le cadavre. On l'entendra nous-mêmes. Vous le faites venir dans la brigade la plus proche de son domicile. Sans problème. Au fait, quand j'ai eu le proc au téléphone, il m'a dit qu'il se déplaçait sur les lieux. Il ne devrait pas tarder. Tout en acquiesçant, j'observais la situation. La jeune femme se trouvait à droite du sentier caillouteux. Elle aurait de la garrigue propre à ce versant de la montagne, à la vue sur la plaine audoise et les Pyrénées. Elle semblait dormir. Son corps était parfaitement propre, comme si elle sortait de son bain et venait de s'aliter. La mise en scène de sa mort avait forcément une signification. Mais pour l'heure, aucun élément ne permettait d'établir un semblant de piste. Peut-être un crime sexuel ou rituel. L'enquête devra le déterminer. Mais retrouver le ou les assassins s'avérait d'ores et déjà bien complexe. Le procureur arrivait, et je le reconnaissais avec contentement, car je l'avais côtoyé sur des précédentes affaires, et j'avais pu apprécier son tempérament. Bien que dans les services à vocation judiciaire, les enquêteurs traitaient la plupart du temps avec la magistrature assise plutôt que celle debout. Les saisines de notre cellule étant par essence criminelles, un juge d'instruction était toujours désigné et les relations avec les parquetiers s'en trouvaient plus épisodiques. Mais je me souvenais avoir ô combien apprécié la détermination de ce magistrat, ainsi que son humanité, de plus en plus rare en ce monde gangréné par les crimes et délits, noircissant toutes les âmes. C'était un jeune substitut qui gardait encore la foi dans le système judiciaire. Il me rappelait ma soif de justice quand j'avais débuté dans la police. Même si celle-ci s'effilochait progressivement au fil du temps et des enquêtes entravées par une délinquance toujours plus nombreuse et violente. Mais sa résolution faisait du bien à voir. Et pour émager mes pensées, il prit le soin de voir tout le monde pour échanger quelques mots. Puis, il posa un regard navré sur la victime, tout en discutant quelques instants avec le médecin et la gendarme. Il vint alors me retrouver. Bonsoir, capitaine. Encore une sale affaire. Vous prenez la direction des opérations, évidemment, et je vous laisse œuvrer pendant les 8 jours de l'enquête de flagrance. On part sur un assassinat. Passé ce délai, dont vous me tiendrez informé quotidiennement, je solliciterai une demande d'ouverture d'information auprès du GI afin que vous poursuiviez en CR.
à moins que vous ne résolviez cette affaire avant. Il terminait sa phrase dans un petit rictus plein d'espoir. Je répliquai à la contraction de sa lippe par une autre grimace, mais davantage sardonique. J'avais beau avoir une réputation d'enquêteur implacable, avec un des meilleurs taux d'élucidation, mon côté indiscipliné et solitaire façonnait ma réputation, me créant plus d'écueils que de louanges. Je ne me faisais pas ou peu d'amis, aussi bien parmi mes collègues que dans le milieu de la justice. Je n'avais jamais été doué pour les relations humaines, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. La justification de mon grade de capitaine, acquis à vie sans espoir de promotion, venait certainement de ce mauvais caractère. Mais je m'en accommodais parfaitement, les autres moins. Ce phénomène s'était gravement accentué depuis la perte dramatique de celle qui avait réussi à m'apprivoiser avant d'être assassinée. Voilà pour ce court extrait. Je vous invite à découvrir ce roman de Jérôme Ranchet, Crime en montagne noire. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.